Sébastien Bovet, José Legault, Michel Sauger, bonsoir. 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 Bonne rentrée, Sébastien, c'était hier. Vous n'êtes pas parti très longtemps, Sébastien. Là, je vous ai beaucoup suivi cet été. Oui. Vous étiez partout. Alors, Je me suis reposé quand même. oui, bien, bravo. Parce que ça va être une grosse année. Je vous fais entendre Bernard Drinville tout de suite. Sur la rentrée, lui, il dit, écoutez, là, ça fonctionne quand même mieux que l'an dernier. Il faut le souligner. Il aura des nouveaux chiffres demain. On l'écoute, on revient. Pour ce qui est du Québec, on est à 96 des postes comblés pour les enseignants. Demain, on aura des nouveaux chiffres. Je pense que ça va être encore mieux que 96 demain. Alors, on a travaillé très fort pour donner à nos enfants la plus belle rentrée scolaire possible. Et puis, les signaux qu'on a présentement, c'est que ça se passe très bien. OK. Maintenant, il y a encore du travail à faire pour combler les postes qui restent. Bon, juste pour chiffrer le travail à faire dont il parle, 3 858 enseignants très précisément. Demain, on verra si ça a baissé. J'imagine que ça a baissé. Personnel de soutien professionnel, total 8 000 personnes. Bon, c'est un immense réseau, il faut quand même le dire. Sébastien, donc, quand on compare avec l'an dernier, disons que c'est beaucoup plus calme. Voilà. Puis l'assignation des postes s'est fait un peu plus tôt cette année parce que le gouvernement s'est donné le pouvoir de le faire. Bernard Drinville se débat comme un diable dans l'eau bénite pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, mais c'est quand même son rayon d'action est quand même limité dans la mesure où il y a une pénurie d'emplois. À tel point qu'aujourd'hui, en mêlée de presse, il disait si la vie vous intéresse, engagez-vous dans le réseau scolaire parce qu'on a besoin de monde et il y a des postes qui sont ouverts. La question ici, c'est avec cette pénurie, puis le nombre d'enseignants qui manquent, est-ce que les enfants, les élèves vont avoir un enseignant qualifié, compétent devant eux pendant toute l'année? C'est une grande préoccupation des parents en ce moment. Dans la vaste majorité des cas, ce sera le cas, effectivement, mais il y a quand même une inquiétude par rapport à ces enseignants ou ces adultes qu'on engage qui sont compétents, oui, parce qu'ils ont un bac dans une certaine matière, mais qui n'ont pas nécessairement toute la formation pour être un enseignant, n'ont pas le brevet d'enseignant. Donc, sur l'enseignement, est-ce qu'il peut y avoir un effet? C'est une préoccupation, certainement, pour beaucoup de parents aujourd'hui. Bon, José, est-ce que le ministre et la rentrée en général peut montrer aux Québécois que quand même ça se passe mieux que l'an dernier, José? Oui, sauf que l'an dernier, c'était quand même le Capharnaüm, là. Donc, on comprend très bien le discours du ministre Drainville depuis son retour. C'est-à-dire qu'il répète toujours « je ne veux pas être jovialiste », mais ça va quand même assez bien. Il faut parler du réseau d'éducation de manière positive, etc. Ça me fait beaucoup penser à ce que Christian Dubé, ministre de la Santé, disait il y a une couple d'années aussi. Il disait qu'il fallait ne pas être jovialiste, mais regarder ce qui fonctionne bien dans le système de santé. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment avéré. Ce qu'on voit, et on y reviendra peut-être, ça concerne quand même essentiellement l'école publique. L'école dite publique. Et pendant ce temps-là, on continue au Québec, et pour moi, ça, c'est le vrai problème, indépendamment de combien d'enseignants il manque ou pas, c'est qu'on continue à avoir un système à 3 vitesses et un système d'école publique dite ordinaire qui, par opposé aux écoles à projet particulier ou l'école privée subventionnée par les fonds publics, reste, disons, discriminée, plus faible, n'a pas droit aux mêmes ressources, n'a pas droit aux mêmes locaux aussi, la vétusté des écoles, etc. Et pour moi, ça reste l'éléphant dans la pièce d'année en année et de ministre en ministre. Et M. Drainville, là-dessus, a été clair qu'il n'était pas question de revoir ce système-là d'école publique avec des missions particulières, qu'il fallait de l'émulation. En tout cas, bref, c'est pas dans la cible, c'est pas l'objectif. Michel, c'est sur la rentrée. Sur la rentrée, le danger, évidemment, c'est qu'on ait des professeurs qui seront peut-être compétents en géographie ou en mathématiques, mais qui ne sont pas des pédagogues. Probablement que je serais un génie en mathématiques si j'avais toujours eu des profs de maths qui étaient pédagogues. Je ne le suis pas, malheureusement. Mais, c'est peut-être de votre faute, aussi, un peu. Probablement. Mais cela dit, j'entendais à l'émission de mon ami Sébastien ce midi, il y a 10 000 enseignants qui sont sur les listes de maladies actuellement. Donc, on n'aurait pas de problème de pénurie si ces gens-là n'étaient pas sur les listes de maladies. Peut-être qu'il faut travailler de ce côté-là. Il y a des burn-out, il y a toutes sortes de choses comme ça. Il y a 10 000 enseignants en maladie? Oui, c'est ce que j'ai entendu sur l'émission de mon ami Bovet.
Et, C'est Michel Courcelles qui a amené c'est ce quand même... chiffre-là. Puis en effet, c'est des gens qui peuvent attendre des opérations dans le réseau de la santé, par exemple, qui sont en retrait préventif, Oui. ou des enseignants qui sont enceintes, par exemple, en retrait préventif, ou des choses comme ça. Oui, mais quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et d'autre part, ce que José dit sur l'école à 3 vitesses, c'est clair qu'il y a un problème là et c'est clair aussi que le gouvernement ne veut pas s'en occuper. C'est pas populaire. Ça ne l'aiderait pas dans les banlieues de Montréal ou de Québec. Alors, il veut pas aller là. Mais c'est effectivement un assez gros problème. Mais le danger, je pense, c'est encore ça, c'est il va y avoir des enseignants qui seront compétents dans leur matière, mais pas nécessairement compétents à enseigner. Et c'est à long terme qu'on va voir des effets de ça. Il y aura des nouveaux chiffres donnés par le ministre demain. On doit le recevoir d'ailleurs en entrevue. Autre sujet, mais c'est un peu la prolongation du même sujet. M. Drainville a dit, on va l'entendre tout de suite, une des causes qui fait qu'il manque d'enseignants, c'est qu'il y a eu une poussée de demande. La demande a poussé, entre autres, en grande partie, dit-il, avec les nouveaux arrivants. On l'écoute, puis on revient. C'est pour ça qu'on lui dit « Reprends le contrôle de tes frontières et diminue le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. » Parce que justement, ça nous met énormément de pression dans les écoles. Ça met beaucoup de pression pour trouver des enseignants, des éducatrices, des TES, des professionnels, des écoles. Alors, que M. Trudeau prenne ses responsabilités. Bon, c'est pas nouveau depuis le printemps et même avant. On avait même chiffré un nombre de classes, Sébastien, sauf erreur, le nombre de classes supplémentaires compte tenu de cette poussée en immigration. Oui, puis c'est sûr que c'est mathématique. Plus il y a de monde qui rentre, plus il y a d'enfants qui vont devoir aller à l'école. Et en passant, ils ont le droit d'aller à l'école, ces enfants-là, pour s'intégrer à la société québécoise. Mais c'est sûr que ça met une pression sur le réseau scolaire. Alors, est-ce que le gouvernement a fait les bons choix en essayant de développer parallèlement les maternelles 4 ans, par exemple? Il y a des gens qui pensent qu'on aurait dû mettre peut-être un frein aux maternelles 4 ans, puis mettre les énergies plus sur les maternelles et sur les classes d'accueil. Il y a des choix politiques qui ont été faits, mais c'est sûr que mathématiquement, il y a une pression qui est donnée sur le réseau de l'éducation en ce moment. Et il faut trouver des profs pour enseigner, pour faire la francisation de ces enfants-là, qui vont par ailleurs devenir des forces vives de la société québécoise une fois qu'ils seront passés dans le réseau scolaire. Bien sûr. Une question avant de vous donner la parole, José Michelcé. Est-ce que le Parti libéral du Québec change lui aussi sa position à propos du nombre d'immigrants temporaires, travailleurs temporaires au Québec? Écoutez, M. Tanguay. Puis Québec et Ottawa ont des devoirs à faire. Et là, comme le disait André, là, François Legault, s'il est sérieux, là, il doit déposer son plan d'immigration d'ici au plus tard le 1er novembre prochain pour l'année prochaine. Va-t-il mettre les temporaires? On lui réitère ce qu'on lui dit depuis des mois. S'il ne le fait pas, c'est pas sérieux. Donc, question, est-ce que Michelcé Auger, le Parti libéral du Québec, change sa position? Il dit qu'il ne la change pas, mais il la change effectivement. C'est très clair que... Mais là, c'est le consensus maintenant de dire, écoutez, là, on en a laissé rentrer trop, c'est allé trop rapidement, puis on n'a pas vu les effets secondaires, comme par exemple l'effet sur les écoles. Mais en même temps, oui, il y a plein de postes vides. Oui, mais il y a plein de postes vides encore dans nos hôpitaux. Puis si vous allez faire un tour dans un hôpital, ou dans les buanderies, puis dans l'entretien ménager, puis dans toutes ces fonctions-là, c'est des immigrants temporaires qui viennent d'arriver. Alors, on peut bien dire, ah là, on a un problème avec l'éducation. D'un autre côté, est-ce qu'on va arrêter ça pour créer un problème dans le système de santé? Je ne suis pas sûr qu'on va être plus gagnant, là. José, là-dessus, est-ce que le Parti du Québec, libéral du Québec, devait ajuster son discours à la veille de la rentrée? Bien, c'est clair que les libéraux n'avaient plus le choix, là, et surtout en chemin vers son éventuelle course à la chefferie, il fallait quand même mettre la table différemment. Et la proposition que Marc Tanguay a avancée aujourd'hui, bureau intégré de planification au ministère de l'Immigration, c'est une suggestion qui est intéressante, c'est sûr, mais
ça braque les projecteurs justement sur cette absence de planification-là qu'il y a autant au ministère québécois de l'immigration qu'au fédéral. Lorsque le ministre Drainville pointe continuellement Justin Trudeau, c'est sûr que politiquement, c'est payant pour la CAQ, mais le gouvernement du Québec a le contrôle aussi sur une part importante des immigrants temporaires et la CAQ a ouvert les vannes elle-même à cause de tous les besoins que l'on connaît, dont Michel C. vient de parler, etc. Donc, et a annoncé récemment un tout petit resserrement très, très, très chirurgical, très, très limité, mais ne cesse en même temps d'exiger du fédéral que lui procède à des réductions beaucoup, beaucoup plus importantes. Donc, c'est beaucoup une joute politique. Mais ce qui frappe vraiment depuis des années, c'est l'absence de planification de toutes parts, que ce soit pour l'immigration temporaire ou même permanente. Et là, ça donne beau jeu à chaque parti politique, incluant le Parti québécois aussi, qui, lui, va proposer une réduction drastique et substantielle, c'est l'expression de son chef, de l'immigration et temporaire et permanente. Chacun joue sa joute politique. Oui, Sébastien, changement de ton, en tout cas, ça, c'est clair. José vient de le dire au Parti québécois, puis on a fait une publicité là-dessus sur les réseaux sociaux récemment, là, en montrant les chiffres qui grimpent de l'immigration temporaire en parallèle avec les discours de M. Legault qui plaidait qu'il fallait qu'il y en ait moins. Alors, on essaie. Ça va être un gros sujet encore à la rentrée, là. Voilà, c'est un gros sujet parce qu'à la clé, il y a les services, les missions essentielles de l'État, l'éducation et la santé, qui sont sous pression à cause de l'immigration, le logement aussi, d'une certaine façon. Donc, il y a des enjeux très terre-à-terre qui touchent les Québécois, qui sont liés à l'immigration. La proposition du Parti libéral, je ne suis pas sûr qu'on veut vraiment avoir une nouvelle structure dans le ministère de l'Immigration, là, qui serait ce bureau de planification, mais le mandat que le Parti libéral voudrait donner à ce bureau-là tombe sous le sens. Mieux planifier les besoins économiques en matière d'immigration, s'assurer que la capacité d'accueil n'est pas dépassée et planifier pour le futur. Il me semble que ça devrait être le pain et le beurre au quotidien de ce ministère de l'Immigration, au-delà des formulaires que les gens doivent remplir, pour s'assurer que les gens qu'on reçoit ici sont des gens qu'on est capable d'intégrer dans la société. Donc, sur le fond, l'idée est quand même bonne, mais c'est sûr que c'est un changement de position parce que pas plus tard qu'au mois de janvier, M. Tanguay disait « ça en prend plus d'immigration, il faut travailler avec les milieux économiques pour répondre aux besoins des milieux économiques ». Donc, il y a comme un recadrage de la position du PLQ là-dessus. Puis rappelez-vous de la Constitution aussi qu'ils ont présentée, ou l'idée de Constitution qu'ils ont présentée il n'y a pas si longtemps. C'est comme s'il y a des gestes nationalistes ou à saveur nationaliste que le PLQ est en train de poser. Parce qu'à 4-5 dans le vote francophone, on va nulle part. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parlant de... à LCN, il y a quelques minutes, Paul a présenté un sondage léger et je vous le montre. Sur les... ça, c'est chez les électeurs libéraux. C'est chez les libéraux, parce que ce n'est pas dans toute la population. Les chiffres changent un peu selon qu'on élargit le cercle ou pas, mais comme ce sont les libéraux qui vont voter, qui ferait le meilleur chef au Parti libéral du Québec? Denis Coderre, 16. Pablo Rodriguez, qui est déjà à 13, il n'est même pas... il est pressenti, mais bon, j'allais dire, c'est presque un secret de polichinelle, mais on verra. Marc Tanguay, qui n'est pas candidat, je vous le rappelle, est à 11, et Charles Milliard est à 7. Petit commentaire là-dessus, José. Bien, c'est ça. On n'est même pas encore officiellement dans la course. C'est ce qu'on voit toujours avant une course à la chefferie, c'est que même au sein des électeurs du parti en question, la notoriété joue quand même beaucoup. Alors évidemment, Denis Coderre, est-ce qu'on a besoin d'expliquer sa notoriété publique? Et Pablo Rodriguez, qui n'a pas encore annoncé officiellement, on va voir, mais qui serait quand même une prise très intéressante, très stratégique pour la course à la chefferie du Parti libéral. Marc Tanguay, je pense qu'il doit recevoir ce chiffre-là un peu comme une petite tape sur l'épaule, là. Vous faites bien votre travail de chef intérimaire. Et Charles Milliard, bien évidemment, ça reste à voir. C'est un il y a eu candidat quelques de appuis qualité, aujourd'hui. Mais... Lucie Charlebois et Jean Damour. 2 anciens ministres libéraux. Mais lui, il a une notoriété, disons,
moins grande que les autres, mais bon, on n'est même pas encore en course à la chefferie. Ouais. Tous ces Mais c'est chiffres-là intéressant, ont Pablo le temps Rodriguez. de bouger. Oui, exact. Ça risque de bouger. M. Coderre aussi a des ennuis avec le fils. Très rapidement, Sébastien Bovet, parce qu'après ça, je veux parler d'un professeur. Michel C. a parlé de bons profs dans la vie, mais un mot sur le sondage. Oui, ça doit faire plaisir à Denis Coderre et à Pablo Rodriguez. Denis Coderre, on a l'impression qu'il n'a pas nécessairement des racines au Parti libéral, mais on voit que chez les militants, il est quand même relativement populaire. Mais il y a un chiffre que je retiens, puis j'essaie de m'en souvenir de mémoire. Quand on demande aux électeurs en général pour qui ils voteraient, il y a 56 ou 57 des gens qui disent ne savent pas ou ne se prononcent pas. Donc, le Parti libéral a quand même beaucoup de chemin à faire pour attirer l'attention. C'est le processus le plus long dans l'histoire des processus des partis. Un petit mot là-dessus, Michel? Ça mesure la notoriété. Or, la notoriété, ce n'est pas la popularité. On peut savoir qui est Denis Coderre, on peut ne pas aimer Denis Coderre si on sait qui il est. Alors, c'est pas extraordinairement utile. Et ça fait pas 50 %. Ils sont où, les autres 50 %? Ben, ça les intéresse pas ce qui se passe au Parti libéral, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Mais ça va s'accélérer, on verra. Bon, vous parliez... Ça va changer. Si vous aviez eu des bons enseignants en maths, vous seriez bon en maths. J'espère. Il y a un enseignant en histoire qui vient de décéder, Marcel Tessier, que vous connaissez, un historien, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme professeur, moi. Et je peux vous dire que dans la liste de mes meilleurs professeurs à vie, il y a peut-être mon enseignant de 6e année, Francine, et Marcel Tessier sur l'histoire du Québec. Ses cours, c'était extraordinaire. Période libre, vous le connaissez. José, vous l'avez certainement rencontré plusieurs reprises. Ah, oui, j'ai même eu le plaisir de travailler avec lui sur une série télévisée. Oui. Marcel Tessier, que dire? Mon Dieu, c'était mon prof d'histoire préféré, même si j'ai pas eu le privilège, comme vous, Patrice, de l'avoir comme professeur. Le deuxième, parce que moi, c'est mon prof d'histoire du secondaire, Jean-Marc Bisaillon, à qui je dois tout mon intérêt pour tout ce que j'aime aujourd'hui. Mais Marcel Tessier, c'était la mémoire du Québec et l'amour du Québec. En plus d'être un homme affable, aimable, chaleureux, toujours prêt à s'émerveiller. Voilà. Un être, vous le savez, vous l'avez connu capacité peut-être d'émerveillement et un grand comédien parce qu'il actait. Ouais. Michel C., Oui. un mot... Oui. C'était un conteur. Et surtout en histoire, mais dans toutes les sciences humaines, il faut être un conteur. Il faut aller chercher l'attention, il faut aller chercher l'intérêt. Il était magistral là-dedans, même si je n'ai pas étudié sous sa férule. Ah non, c'est une grande chance que j'ai eue, et d'autres, bien sûr. Sébastien, c'est un personnage attachant. Il a fait beaucoup de télé aussi, à TVA, ailleurs. De l'importance des bons profs, de l'importance des bons pédagogues, des gens qui nous passionnent quand ils nous transmettent leur science. Et ça nous dit quelque chose sur l'importance des enseignants, des profs dans notre réseau qui peuvent littéralement changer la vie des enfants qu'ils ont devant eux. Et je suis sûr qu'il a changé la vie, M. Tessier, de beaucoup de monde par ses enseignements. Bravo. Merci d'avoir été là et on souhaite, on envoie les meilleures pensées à toute sa famille. Un grand respect, puis on le salue, Marcel Tessier. En haut, il va raconter des histoires, il va faire rire beaucoup de monde en haut et il va apprendre beaucoup de choses et il va s'émerveiller, comme disait José. Sébastien, José, Michel C., à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.